Bonjour les gars et les filles. Ah, voilà. Alors, colonisation 3. On s'est rendu au troisième chapitre. La dernière fois, nous avons parlé de la colonisation espagnole. Ce sont les Espagnols qui ont joué la partie principale, qui ont pris la plus grande partie de l'Amérique. Mais en même temps, les Portugais colonisés, et plus tard, presque un siècle plus tard, sont arrivés aussi les Anglais et les Français. Donc aujourd'hui, on dira quelque chose sur ces trois puissances européennes qui vont coloniser. Le Portugal. Comme vous voyez, il y a trois volets aujourd'hui et des sous-mots-clés. Vous prenez ça en note, s'il vous plaît. Le Portugal. Alors que pour comprendre la colonisation portugaise, il faut se rappeler du traité de Tordesillas. Ce traité qui a eu un impact énorme sur l'histoire des Amériques. Hein. Et nous savons que selon le traité de Tordesillas, au Portugal est revenue la partie est de la ligne de séparation. D'accord? Et c'est pour cette raison que le seul pays de l'Amérique que les Portugais ont colonisé est le Brésil, parce qu'il se trouve à l'est de la ligne du traité de Tordesillas. Les Portugais, donc, vont se concentrer, avoir des relations commerciales, développer le commerce à l'est, avec l'Afrique et l'Asie surtout. C'est Vasco de Gama qui en 1497, je vous rappelle, a établi la voie maritime pour Calcutta, pour l'Inde, et les Portugais vont naviguer. Et cette carte que vous voyez là nous montre comment les Portugais ont établi plusieurs centres commerciaux, d'accord, des bases sur lesquelles ils allaient faire du commerce et s'enrichir grâce à ce commerce. D'accord? Donc, écrivez ça, s'il vous plaît. D'accord? Les Portugais se concentrent sur les relations commerciales en Afrique et en Asie. D'accord? Cette image nous montre les Portugais, d'accord, les navigateurs portugais, qui demandent de s'établir en Angola à une reine autochtone de l'Angola, qui s'appelait Zinga, qui leur permettre de s'établir là. Au fil du temps, les Portugais vont pénétrer de plus en plus à l'intérieur de l'Afrique, surtout à deux endroits, l'Angola et le Mozambique. C'était au départ leur pied-à-terre pour ce long voyage en bateau qu'ils faisaient pour aller en Inde et en Asie. Et là, ils s'établissaient et au fil du temps, ils vont entrer à l'intérieur du continent et le Portugal, ça va être le premier pays à avoir des colonies en Afrique. D'accord? Les autres pays européens vont coloniser l'Afrique beaucoup plus tard. Il faudra attendre le 19e siècle. Les Portugais sont déjà présents à partir du XVIIe siècle. D'accord? Et prochain mot-clé, toujours que sur le Portugal, l'esclavage. Les Portugais ont introduit l'esclavage en Amérique. Et ceci est dû aussi à leur fréquentation de l'Afrique. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand ils allaient en Afrique, les Portugais faisaient du commerce et ils se faisaient offrir une marchandise particulière, marchandise qui n'existait pratiquement plus en Europe, les esclaves. D'accord? Parce que si en Europe l'esclavage était pratiquement disparu, en Afrique, il subsistait aussi dans le monde arabe. D'accord? Et à un moment donné, les Portugais se sont rendus compte qu'au Brésil, ils avaient des terres très productives où planter du coton, de la canne à sucre. Les compagnies portugaises pouvaient se faire beaucoup d'argent, mais ils n'avaient pas assez de main-d'œuvre. Ils essaient de faire travailler les Amérindiens, mais ils sont faibles, il y a une chute démographique, et donc ces terres-là ne sont pas exploitées. Alors qu'ils font le lien. On achète les esclaves en Afrique et on les amène en Amérique.
Donc, les premiers à lancer ce commerce, qu'aujourd'hui nous jugeons horrible, terrible, d'accord, c'est toujours terrible le commerce des humains dans toutes les époques, dans toutes les mentalités, mais les Portugais, ce sont les premiers à amener des esclaves en Amérique, au Brésil. Et plus tard, ils vont être suivis par les Espagnols, par les Britanniques, par les Anglais. D'accord? Et ça sera une page importante, une page triste de l'histoire de la colonisation dont nous parlerons plus en détail la prochaine fois, au prochain cours. Question? René? Ils ont conquis l'Angola et le Mozambique. Ils n'ont pas conquis, l'ont colonisé plutôt pacifiquement, on va dire. Anas? Comment est-ce qu'on écrit Mozambique? Mozambique, ok, je vais l'écrire là. C'était le Mozambique qui se trouve sur l'océan Indien et l'Angola qui se trouve sur l'océan Atlantique, les deux pays. L'AMIC. Pardon? Aussi, il y avait les Russes. Il y avait les Russes. Mais il est parti. Oui, les Russes aussi vont coloniser une partie de l'Amérique. L'Alaska, ce sont les premiers, mais on en parlera plus tard. Mais pas à ce temps-ci, plus tard. Bon, alors, prochain mot-clé. La colonisation anglaise. Ok. De la colonisation anglaise, le premier sous-mot-clé, c'est surpopulation. On va dire tout de suite que ce qui fera bouger les Britanniques, d'accord, c'est la recherche des terres agricoles ou des terres pour l'élevage, pour le pâturage. Pourquoi? Parce qu'au XVIIe siècle, les Espagnols ont déjà colonisé au XVIe siècle, les Anglais commencent au XVIIe siècle. En Angleterre, il y a une surpopulation. L'agriculture, selon les moyens, selon la technologie de l'époque, n'arrive pas à produire assez de nourriture pour tout le monde. Et alors que voilà que des gens s'épanchent vers l'Amérique, vers le Nouveau Monde. Et toute la colonisation britannique va être caractérisée par la recherche de nouvelles terres à cultiver, où les agriculteurs vont établir leurs fermes. D'accord? C'est vraiment l'aspect spécifique. Donc, la colonisation britannique, qui deviendra plus tard, qui donnera origine plus tard aux États-Unis, d'accord, a deux moments fondateurs. Le premier établissement, c'est en Virginie. La première colonie qu'ils établissent, c'est la Virginie. Aujourd'hui, il y a l'État USA qui porte le même nom. Le premier établissement en Virginie, c'est dans une ville qui s'appelle Jamestown. Quand ils arrivent là, les colons, ils appellent la ville selon, à partir du nom de leur roi, qui était James, Jacques, roi Jacques. C'était l'année 1607. Juste pour avoir une référence chronologique, les Espagnols ont déjà conquis le Mexique. En quelle année, qui s'en souvient? Conquête d'Hernán Cortés? René? 1521. Donc, c'est 86 ans plus tard. D'accord? Or, ce groupe de gens qui vont s'établir là, ce sont des colons agricoles. Leur but, c'est de trouver des terres pour pratiquer l'agriculture. D'accord? Et comme les Britanniques font, quand ils arrivent, ils défrichent. Ils coupent les arbres, ils arrachent les racines, ils enlèvent les pierres, et ils creusent un puits, ils s'établissent une ferme et clôturent. Et c'est leur terre. D'accord? Or, que de ces premiers groupes, évidemment, c'est une énorme aventure s'établir en Amérique. Une chose que j'avais oublié de dire, que les Anglais vont au nord de l'Amérique parce que les terres les plus belles, les plus chaudes, les plus productives sont déjà prises par les Espagnols.
et donc vont plus au nord, d'accord, l'Amérique du Nord. Oh, ce groupe, le premier village qu'ils fondent, c'est Jamestown. Donc ici, on a un dessin qui le reproduit, de quoi il avait l'air après quelques années, le village. Et de cette première colonisation est issue une légende célèbre. Et je pense que beaucoup d'entre vous, dans leur enfance, dans votre enfance, vous avez vu le film de la Walt Disney, Pocahontas, où vous avez entendu parler de ce personnage. Alors que Pocahontas et John Smith sont tout à fait deux personnages historiques qui ont vécu, qui se sont rencontrés en Virginie lors de cet premier établissement britannique. John Smith est un colon, d'accord, qui à un moment donné, les relations des colons et les Amérindiens qui sont autour sont des relations qui ont de hauts et bas. Certains moments sont bons, certains moments rentrent en conflit. À un moment donné, John Smith est pris prisonnier par ces Amérindiens, mais la fille du chef, Pocahontas, on dira la princesse amérindienne, va intercéder auprès de son père pour libérer John Smith. Papa, s'il te plaît, libère ces beaux blancs-là, d'accord? Et John Smith va être effectivement libéré. Ça, c'est ce que nous savons. Ça, c'est ce que l'histoire documente. Tout le reste, c'est de la légende. Et la légende, c'est une histoire d'amour entre John Smith et Pocahontas, pleine de littérature, de cinématographie sur deux personnages, qui sont devenus, l'amour entre Pocahontas et John Smith, c'est devenu aussi le symbole de la rencontre de ces deux nouveaux mondes. Ce que nous savons par contre de Pocahontas, la suite de l'histoire, c'est qu'elle se marie avec un colon, un de ces colons-là, mais pas John Smith, un autre dont je ne m'en souviens pas le nom. D'accord? Et par la suite, elle va suivre son mari qui rentrera à Londres, mais une fois arrivée à Londres, elle ne survivra que quelques mois seulement et va mourir très jeune. Toujours la faiblesse des Amérindiens, un système immunitaire très fragile qui, dans un milieu européen, va succomber rapidement aux maladies. Donc, c'était la fondation de Jamestown en Virginie. Des questions? Victor? Ça n'a pas trop rapport avec ça, mais parce que tantôt, on avait vu la carte des États-Unis. Est-ce que la ville de New York, c'est dans l'État de New York? Non. Oui, mais c'est tout autre sujet, d'accord? Oui. Alors, deuxième acte de fondation, aussi considéré aux origines des États-Unis, c'est au Massachusetts. D'accord? Ok, le premier établissement au Massachusetts, ça date de 1620. Et là, il y a un autre groupe de colons qui vont s'établir là. Ces colons-là arrivent par un bateau qui s'appelle le Mayflower. Qui sont-ils les fondateurs du Massachusetts? Ce sont des puritains, d'accord? Ce sont des gens qui appartiennent à un groupe religieux, à un groupe protestant, qui porte le nom de puritains. On les appelle comme ça parce qu'ils ont une morale très stricte, d'accord? Ils sont purs, ils respectent les règles avec beaucoup de précision, donc on les appelle puritains. Donc, ces puritains sont en contraste avec l'Église d'Angleterre. D'accord? Et donc, ils sont discriminés, persécutés quelque part. Et alors qu'ils commencent à penser que s'ils vont en Amérique, ils pourront commencer une nouvelle société à partir de leurs principes religieux, dans un contexte de liberté, une liberté qu'ils n'ont pas en Angleterre. Et donc, ça va être le premier des groupes religieux, il va y avoir beaucoup, d'accord, par la suite. C'est le premier de ces groupes religieux qui voit l'Amérique comme le nouveau monde, la terre vierge, où on peut commencer tout à nouveau, où on peut commencer une nouvelle communauté selon nos principes. D'accord? Alors qu'il part, il décide de partir, ok,
ok? Ils partent d'une ville qui s'appelle Plymouth, ok? Et là où ils arrivent, ils vont l'appeler de la même façon. Ils arrivent au Massachusetts. Ils vont un peu, disons, sans trop calculer où aller, ils vont plutôt au hasard. Et le bateau, le Mayflower, il les amène là. Alors, ces puritains, ceux qui sont dans le bateau, ils sont 900. D'accord? 900, qu'ils ont fondé Plymouth au Massachusetts et qui passeront à l'histoire sous le nom des Pilgrim Fathers, les pères pèlerins. D'accord? Les Pilgrim Fathers, ceux qui sont arrivés au Massachusetts. Et ils sont encore plus au nord que la Virginie. Massachusetts, vous savez, il est à peine un peu moins froid qu'ici. Et ils essaient de pratiquer l'agriculture, mais le premier hiver est terrible. Une grande portion, je ne sais pas si 8 sur 10, 7 sur 10, un grand pourcentage, plus que la moitié de ces premiers colons décèdent, meurent de faim et de froid pendant le premier hiver. Ceux qui arrivent à survivre, c'est grâce à l'aide des Amérindiens qui ont eu peine d'aux autres et les ont aidés. D'accord? Mais quand le printemps arrive, ceux qui ont survécu commencent à pratiquer l'agriculture. Et pendant l'été, ils ont beaucoup de fruits. À la fin de l'été, ils ont accumulé tellement de nourriture qu'ils ont un très bon espoir de survivre au deuxième hiver. Et effectivement, ils vont survivre. Et donc, à la fin de l'hiver, ils vont célébrer cet été si abondant avec un rituel religieux et c'est le Thanksgiving, l'action de grâce que nous avons célébrée la fin de semaine passée. Et voilà pourquoi l'action de grâce est si importante en Amérique du Nord, d'accord, parce que ça rappelle cet événement, cet établissement à l'origine de la colonisation britannique aux États-Unis. Et puis, vous savez, les gens, les Européens, quand ils faisaient une fête, une célébration particulière, ils mangeaient de la viande. Mais en Amérique, ils n'avaient pas encore amené des bovins ou des poules ou des moutons à élever. Et alors, quelle est la viande qu'ils avaient à disposition? La dinde. La dinde. Et voilà d'où ça vient. Excusez-moi, elle est bonne celle-là. Alors non, ils n'ont pas mangé des humains, d'accord? Ils ont mangé de la dinde. C'est devenu la tradition notable à l'action de grâce. Bon, c'est tout. Ce qui, on va dire que la colonisation britannique deviendra très massive au fil du temps, au XVIIe et au XVIIIe siècle, d'accord, que la plus massive de toutes. Elles entreront en contraste plus tard avec les Amérindiens. Et dans les États du Sud, ils vont exploiter les esclaves, les Britanniques aussi. Question? Flavie? Plymouth, c'est au Massachusetts. Pardon? Oui, il y a une ville en Angleterre qui s'appelle comme ça. Là où ils arrivent en Amérique, ils nomment l'endroit qu'ils fondent au même nom de la ville où ils étaient partis. Lisa? Mayflower. Mayflower, il est là. Alors, prochain mot-clé, on va parler de la colonisation dont notre pays est issu. D'accord? Notre pays est issu, la France. Alors que la colonisation, le premier établissement, donc les Français se sont concentrés sur deux endroits. Un, c'était les Antilles, d'accord, que ce qu'aujourd'hui c'est Haïti, la Dominique, etc., la Martinique, et l'autre sur le Canada. Or, on va dire tout de suite que pour les Français, c'était beaucoup plus important les Antilles.
Pourquoi? Parce que grâce aux plantations, c'était beaucoup plus productif. Le Canada les intéressait plus ou moins. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas grand-chose d'intéressant au Canada. D'accord? Certains écrivaient, ah, le Canada, ce sont des arpentes de neige. Oui, ils s'en souvenaient que Jacques Cartier avait pris possession. Ils s'en souvenaient que Jacques Cartier avait essayé de faire un premier établissement, il avait fait échec. Donc, Jacques Cartier arrive au Canada en 1534, mais le premier établissement, c'est en 1608, 74 ans plus tard. Oui, en France, il y avait eu la guerre des religions, d'accord? Mais en 1608, voilà, il y a certains entrepreneurs, certains investisseurs qui disent peut-être qu'au Canada, il y a une ressource qu'on pourrait exploiter. Peut-être qu'il y a au moins une chose qui pourrait nous faire gagner de l'argent. C'était quoi? Oui. Le bois. Non. Mélissa. La fourrure. La fourrure. D'accord? Donc, à l'origine de la colonisation du Canada, il y a l'intérêt de la fourrure, l'exploitation de la fourrure. D'accord? Il faut savoir qu'avant que Champlain vienne s'établir au Canada, d'accord, il y avait des pêcheurs qui, des villes atlantiques de la France arrivaient jusqu'au golfe du Saint-Laurent. C'était déjà à l'époque de Jacques Cartier, cette tradition continuait. Et ils venaient pêcher la morue. Il y avait tellement de poissons de morue, ils jetaient les filets et c'était plein de morue. Qui faisaient sécher sur les côtes, d'accord, et puis ramener. Sécher, salé, le bacalao d'aujourd'hui. Mais quand ils débarquaient pour faire sécher la morue, ces pêcheurs entraient en contact avec les Amérindiens et faisaient du troc avec les Amérindiens. Ils leur donnaient du fer, de la quincaillerie surtout, des haches en fer, des casseroles, des luches, des miroirs, d'accord? Et en échange, ils obtenaient des peaux de castor et d'autres types de fourrures. Ces pêcheurs-là, à un moment donné, se sont rendus compte qu'ils faisaient plus d'argent avec la fourrure qu'avec les poissons. D'accord? Et alors qu'à un moment donné, en France, certaines personnes ont dit, OK, on va financer une compagnie qui s'établit au Canada pour faire le commerce de la fourrure. Et voilà, la personne qui va faire établir la première maison, on va dire, des Français au Canada, c'est Samuel de Champlain. Voici la première habitation de Québec. Donc, il n'a pas fondé la ville du Québec. Il a fondé comme une sorte, plus tard deviendra la ville, mais il a fondé une sorte de pied-à-terre pour des Français qui venaient s'installer au Canada pour faire la traite de la fourrure. Ceux qui faisaient la traite de la fourrure, ils montaient sur des canaux, prenaient des guides des Amérindiens, et partout ils essayaient de trouver des villages, des tribus, des campements des Amérindiens pour faire le commerce de la fourrure. Puis ils revenaient à Québec, et là, ils se reposaient quelques jours, et là, ils stockaient leur fourrure en attendant que les bateaux arrivent. D'accord? Donc, il faut savoir une chose. Samuel de Champlain était financé par une compagnie commerciale qui s'appelle les Cent Associés. Et ils étaient plus ou moins 100. Hein? C'est de là qui vient le nom, les Cent Associés. Donc, Québec, l'habitation de Québec a été fondée comme un pied-à-terre d'une compagnie commerciale qui exploite le commerce de la fourrure. C'était en quelle année? 1608. 1608. Retenez votre ligne du temps pour savoir. Donc, une année après que John Smith et ses compagnons se sont établis à Jamestown. Ils sont arrivés une année après. Des questions sur la fondation de Québec. Vous étudierez ceci à nouveau avec plus de détails l'année prochaine. Hein? Alors que Montréal,
Récemment, nous avons dit déjà quelque chose sur Montréal. Vous vous en souvenez? Qui sont les deux fondateurs de Montréal? Eric? Chomédé de Maisonneuve et Jeanne Mance. Qui s'en souvient quelle est la compagnie commerciale qui les a financiers? Travis? Qui s'en souvient? C'était la Société Notre-Dame de Montréal. D'accord? Ok. Montréal, je vous rappelle, a été fondé dans l'année, qui s'en souvient l'année? 1642. Donc un bon bout plus tard, 34 ans plus tard. Ok? Attention, cette compagnie-là s'appelait Notre-Dame de Montréal. Notre-Dame, un but religieux, évidemment, on l'a dit. Leur but principal, c'est de répandre le christianisme parmi les Amérindiens, qui se trouvent à Montréal. Mais Montréal n'était pas fondé, pourtant, s'appelait Montréal. Qu'est-ce que c'était Montréal? C'était pas la ville. René? Non, pas fondée encore. Ils vont la fonder, Ville-Marie. Ça s'appelle Notre-Dame de Montréal. Qu'est-ce que c'était Montréal? N'avait même pas fondé Ville-Marie? Plus fort? Non, pas l'église. Oui? La colline. La colline, c'est le Mont-Royal. Ça se ressemble, mais c'est pas pareil, c'est pas égal. Montréal, c'est l'île. D'accord? Jacques Cartier, quand il arrive à Montréal, il nomme Montréal l'île. Donc, la Société Notre-Dame du Montréal s'occupe de l'île de Montréal. Et c'est sur l'île de Montréal qu'ils vont fonder le village de Ville-Marie. D'accord? Quand est-ce qu'il y aura la ville de Montréal? Quand plus tard, il y a plusieurs villages fondés par les colons sur l'île de Montréal. Ces villages-là vont fusionner dans une seule ville qui s'appellera Montréal. Comprenez-vous? D'accord? Mais quand de Maisonneuve arrive et Jean Mance arrive, Montréal, c'est l'île. Comprenez-vous? Oui. Bon, oui, René. Montréal, c'est plusieurs villages ensemble. Plus tard, disons, je ne sais pas, c'est-à-dire au 18e ou 19e siècle, plusieurs villages qui se trouvaient sur l'île de Montréal ont fusionné et la ville fusionnée, ils l'ont appelée Montréal. 5 guerres coloniales. Les Français et les Britanniques seront constamment en opposition et en guerre. Et le temps que la Nouvelle-France a existé, il y a eu même 5 guerres. D'accord? Déjà, Québec a été occupé par les Britanniques une première fois en 1632. Montréal n'avait même pas été fondé encore et déjà, Québec avait été occupé une fois. 5 guerres intercoloniales. Là, et puis vous savez que ces guerres intercoloniales vont terminer par la cession de la Nouvelle-France à l'Angleterre. D'accord? Qui va être cédée, que la Nouvelle-France va être cédée. D'accord? On essaie ici de comprendre pourquoi il y avait cette tension, ces conflits. On le comprend beaucoup mieux si on regarde la carte de l'Amérique du Nord. Ici, c'est une carte de 1700, vers 1700. Celle-ci est la Nouvelle-Angleterre. Celle-ci est la Nouvelle-France. La Nouvelle-France est comme une sorte de fer à cheval qui va du golfe du Saint-Laurent au territoire des Grands Lacs jusqu'à la Louisiane. La Nouvelle-France englobe, encercle complètement la Nouvelle-Angleterre. D'accord? Pourquoi cette disproportion des territoires d'extension? Parce que les Britanniques colonisent la terre à cultiver. Ce sont des agriculteurs. D'accord? Et ils avancent lentement vers l'ouest. OK? Mais ils sont très nombreux. En 1760, il y a 1 million de Britanniques sur la Nouvelle-Angleterre. Les Français, par contre, aux autres, ils montent sur des canaux, sur les bateaux, et ils essaient de rentrer en contact le plus possible avec des tribus, des clans d'Amérindiens.
pour le commerce à la fourrure. Et là où les Français arrivent grâce au réseau hydrologique, là, ça devient de la Nouvelle-France. Ça a été exploré par des Français, c'est de la Nouvelle-France. Donc les Français qui font le commerce de la fourrure, qui a très peu d'agriculture, ont un territoire immense, mais très peu peuplé. Les Français sont 100 000, pendant que les Anglais sont 1 million. Disproportion énorme. Grand territoire, peu d'habitants, la Nouvelle-France. De l'autre côté, la Nouvelle-Angleterre, petit territoire, beaucoup d'habitants. Évidemment, les Britanniques, les colons anglais, convoitaient les terres qui appartenaient aux Français. Ils ne pouvaient pas s'établir parce que cela, c'était la Nouvelle-France. Et ceci a créé énormément de tensions. D'autres choses, c'est aussi de la compétition pour le commerce et la fourrure. Comme vous savez, ces 5 guerres coloniales termineront en 1759 avec la bataille des plaines d'Abraham. D'accord? Quelqu'un l'a reconstruite ici avec, c'est quoi ici, comment ça s'appelle? Oui, Minecraft, d'accord? Où ça va être la bataille décisive et dans l'année 1763, d'accord, on va avoir le traité de Paris. Traité de Paris, 1763. C'est le traité par lequel la Nouvelle-France devient, le Canada plutôt, devient une colonie britannique. Et pour la première fois, on utilisera l'expression province de Québec. Car jusqu'à ce moment-là, Québec, c'était la ville, c'était pas la province. D'accord? Ici, c'est la carte qu'on aura